Maintenant, vous allez entendre Thierry Janssen. Thierry, vous voulez bien vous installer. Et Lionel aussi. Donc Thierry Janssen est médecin, ancien chirurgien, déménageur, psychothérapeute, enseignant et auteur de plusieurs livres. Thierry accompagne des malades psychologiquement et spirituellement. Il est aussi fondateur de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles, qui a pour vocation d'accompagner les soignants. Nous vous écoutons. Qui a déjà médité ici? Qui médite régulièrement? Ah oui, quand même. J'ai besoin de savoir ça parce que, comme je suis le premier à intervenir, je voudrais vous apporter de l'information. Et pour certains d'entre vous, cette information sera peut-être redondante, mais je pense quand même que c'est important de partir depuis les bases, si on veut comprendre quelque chose qui n'est pas forcément habituel dans nos expériences de tous les jours. Or, méditer n'est pas notre activité la plus courante. En 2005, quand j'ai commencé à parler de méditation, et je suis venu à ça puisque vous avez demandé qu'on réponde à la question comment on est arrivé à cette démarche. Moi, j'y suis arrivé parce que, enfant, j'étais très contemplatif. On disait même que j'étais oisif, parce que je ne faisais pas grand-chose, mais je regardais les choses. Et puis, ayant décidé un jour devenir chirurgien, j'ai commencé des études de médecine où tout cet aspect contemplatif a été totalement gommé. Et je suis rentré dans l'action, dans l'hyperaction, dans l'ambition, l'hyperambition, jusqu'au jour où, âgé de pratiquement 35 ans, peut-être juste avant de faire le burn-out, à l'époque on ne parlait pas de burn-out comme ça, en 98, mais j'ai tout arrêté, en quelques secondes. Le jour où j'ai entendu une petite voix qui m'a dit « si tu continues, tu vas mourir ». Et ça m'a ramené à cet essentiel que je connaissais quand j'étais plus jeune, et à beaucoup de questionnements sur l'influence de la pensée, des émotions sur le corps. Et moi qui l'avais connu ce corps comme chirurgien, qui l'avait travaillé, opéré, je me suis beaucoup questionné sur l'individu indivisible que nous sommes. Pas rien que la personne ou sa personnalité, mais l'être entier, physique, émotionnel, intellectuel, et le souffle qui traverse tout cela, le spiritus, disent les latins. Inévitablement, ma démarche est devenue un peu spirituelle. En 2001, j'ai écrit un livre qui parlait de tout cela, et j'avais mis le titre spirituel, le mot spirituel dans le titre, et ça a fait peur à beaucoup de gens. Pourtant, ce propos n'avait rien de religieux, rien de sectaire. Je pense, personnellement, je n'ai même pas d'appartenance à aucun groupe religieux ou philosophique, mais je pense que comprendre la nature de l'esprit, de ce que nous sommes, c'est une démarche, sans doute la plus haute démarche que tout être humain peut faire dans sa vie. Et dans les différentes explorations que j'ai faites à cette époque, eh bien, la méditation s'est imposée. Parce que c'est réellement le meilleur moyen, peut-être le seul, de réellement comprendre l'esprit de ce que nous sommes. De comprendre que dès que nous quittons le mode habituel du fonctionnement de notre mental, nous avons accès à une connaissance de nous qui est tout à fait nouvelle. En temps normal, et j'imagine que lorsque nous avons fait l'exercice, ça nous est arrivé pratiquement à tous, nous avons, dès que nous essayons de nous poser, une tendance à avoir des images, des représentations, des mots, des petites phrases, des pensées qui s'affichent sur l'écran de la conscience. Et vous avez remarqué que généralement, une pensée en emmène une autre.
on voit par exemple, moi ça m'est arrivé là, passer, et ça m'est arrivé parce que c'est quelque chose que je savais que je vous raconterais, et inévitablement c'est arrivé là, j'ai vu passer une voiture rouge. Et cette voiture rouge, quand je la vois, ça me fait penser généralement à la voiture rouge qui était garée devant la maison de chez ma grand-mère. Et c'était le voisin de ma grand-mère qui garait cette voiture, donc ça me fait penser généralement à mon voisin. Et je me suis souvenu que mon voisin a tendance à garer sa voiture devant mon garage. Et je me suis rappelé que dans mon garage, il y avait des poubelles que j'avais oublié de sortir. Et j'étais à 2 doigts de me lever pour aller téléphoner et dire « il faut sortir les poubelles parce que demain les éboueurs passent ». Ça, c'est le fonctionnement habituel de notre mental. Une idée en entraîne une autre, nous sommes dans une réflexion, une réflexivité de la pensée. Et remarquez que l'animal qui est en survie, que nous sommes, a tendance à additionner une série de pensées qui vont vers une situation stressante. Comme s'il fallait prévenir une éventuelle catastrophe. Et ça nous met inévitablement, déjà cette hyperactivité mentale, mais en plus ces pensées un petit peu stressantes, nous mettent en tension. La méditation, c'est tout le contraire. Il s'agit, au moment où je vois passer la voiture rouge, de juste noter qu'il y a une voiture rouge. De ne pas la trouver belle ou de penser qu'elle pourrait appartenir au voisin de votre grand-mère. Et 2 secondes plus tard, il y a peut-être une rose rouge qui va s'afficher sur l'écran de la conscience. Et de juste constater que c'est une rose rouge, sans y apporter l'ombre d'une analyse, d'un jugement, d'une comparaison, d'un souvenir ou d'une projection dans le passé ou le futur. Et en faisant cela, le mental s'apaise. Cette succession de pensées qui vont généralement vers une tension et un stress s'évanouit. Et ça crée une détente intellectuelle, émotionnelle et physique. Et comme l'information circule dans les 2 sens en nous, cette détente physique crée des émotions plus agréables, qui créent des pensées moins stressées, qui continuent à entretenir ce cercle vertueux d'un apaisement du mental. Et cet apaisement crée des émotions de plus en plus agréables, avec des détentes de plus en plus importantes. Voilà pourquoi je vous dis que la méditation a été pour moi, et je crois qu'elle l'est pour toute personne qui s'intéresse au sujet, un bon moyen de comprendre l'individu indivisible que nous sommes, la multidimensionnalité de cet individu, et de voir comment ces différentes dimensions fonctionnent entre elles. En médecine, aujourd'hui, nous avons une discipline qu'on appelle la psycho-neuro-endocrino-immunologie. Excusez du peu, mais c'est intéressant parce que, vous savez, quand j'ai étudié la médecine il y a 30 ans, même davantage maintenant, 35 presque, on nous apprenait les choses d'une manière morcelée, comme d'ailleurs c'est très souvent le cas dans la pensée occidentale, qui est une pensée analytique, qui classe les éléments de son analyse dans des colonnes, mais qui oublie qu'il y a des relations entre ces différentes colonnes. Du coup, toutes les crises d'ailleurs qui se profilent à l'horizon de notre civilisation sont un peu le résultat de ce manque de conscience des liens qui existent entre les éléments de notre analyse. Et nous polluons à Tokyo sans qu'ils se rendent compte qu'il y a des répercussions à Paris. Mais nous faisons du souci sans nous rendre compte qu'il y aura peut-être des répercussions physiques, car tout est relié. Et cette psycho-neuro-endocrino-immunologie, précisément, elle a ce mérite d'avoir offert une vision transversale, horizontale, en réunissant différentes disciplines et en comprenant que oui, la façon dont nous pensons, notre psychisme, va avoir des répercussions sur le fonctionnement du système nerveux, et de là, sur le système de production des hormones endocriniens, psycho-neuro-endocrino, et sur le système de défense de l'organisme, l'immunologie. Psycho-neuro-endocrino-immunologie. Eh bien, la méditation a été étudiée de cette manière-là. Et on s'est rendu compte que, effectivement, lorsque nous parvenons à être simplement présents à ce qui surgit dans la conscience, ces pensées, ces émotions, ces sensations qui sont éphémères et qui disparaissent aussitôt qu'elles sont nées, eh bien, inévitablement, nos pensées vont s'apaiser. Il va y avoir une détente qui va être médiée par un fonctionnement différent dans le cerveau, une activité différente des cortex préfrontaux, peu importe.
mais du coup une cascade psycho-neuro-endocrino-immunologique différente qui va aller non pas dans le sens d'une tension, de ce que l'on appelle un stress, et le stress est une bonne chose, ça nous permet de nous adapter aux événements, mais quand le stress dure trop longtemps, c'est quelque chose qui devient délétère, car il va y avoir tension nerveuse, il va y avoir hyperstimulation du système endocrinien avec dysfonctionnement hormonal à plein de niveaux, et hyperstimulation du système immunitaire avec finalement épuisement de ce système et dérèglement, et donc fragilisation. Et on considère aujourd'hui qu'en médecine, 75 à 90% de toutes les pathologies que l'on rencontre au cabinet de médecine générale sont reliées au stress. Je n'ai pas dit que le stress était la seule cause de ces pathologies, mais on sait bien sûr que tout est très subtil et très complexe dans la nature, et la plupart des maladies sont dues à un ensemble de causes. Mais parmi celles-ci, le stress occupe une place centrale dans 75 à 90% de toutes les pathologies rencontrées. Un rôle fragilisateur. C'est vous dire si la méditation a trouvé à un moment donné sa place dans l'arsenal psychologique et médical. Et on doit ça en grande partie dans notre culture occidentale à un Américain qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Qui a déjà entendu parler de Jon Kabat-Zinn ici? Oui, hein. Et Jon Kabat-Zinn, qui était un docteur enfin qui est toujours, il a ce diplôme en tout cas, de docteur en biologie moléculaire, et qui était intéressé par les approches méditatives orientales. Il avait lui-même fait un chemin dans ses apprentissages, et il était, dans les années 70, très sensibilisé justement au rôle du stress, parce qu'on commençait à en parler, nos sociétés étaient de plus en plus stressées. Aujourd'hui, on est tombé dans la caricature, mais déjà dans les années 70, c'était un sujet de préoccupation. Et il a proposé de débarrasser les pratiques méditatives orientales, en particulier bouddhistes, de leur folklore, et je ne dis pas ça à titre péjoratif, folklore, ça veut dire populaire, leur tradition, leur enrobage culturel. Il les a débarrassés de cela pour proposer l'essence, quelque part, en tout cas dans un premier mouvement, de cet acte méditatif. Et il a créé un programme de réduction du stress grâce à cette pleine conscience, cette mindfulness, à ce qui se passe dans l'instant présent, qu'on a appelé MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Program. Très rapidement, on a vu les effets bénéfiques d'un tel programme, tant sur les soignants qui étaient amenés à accompagner les patients ou les personnes qui subissaient les effets du stress, que sur les gens qui étaient stressés. Par la suite, des applications plus médicales encore ont montré des avantages, notamment, juste un petit exemple, dans le traitement de maladies de la peau, dont on sait très très bien qu'elles sont très reliées à l'état de stress chronique, non pas le stress aigu, comme je disais, qui est bon pour s'adapter, mais ce stress qui perdure et qui finit par dérégler le système hormonal et immunitaire. Et on a constaté, que notamment dans le psoriasis, que des personnes qui suivaient ce genre de programme de réduction du stress par la mindfulness avaient, avec bien sûr une UV-thérapie, car vous savez ou vous ne savez pas, mais on aide les gens qui ont psoriasis avec des rayons UV, et bien en suivant ce traitement, si elles ajoutaient la réduction du stress par la mindfulness, elles avaient des résultats améliorés jusqu'à 4 fois. En termes d'efficacité de traitement et de diminution des rechutes. Et à partir de là, il y a tout un champ d'exploration qui s'est mis en place dans les années 80, 90, 2000, et la psychologie dite comportementale s'est emparée de la mindfulness parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait peut-être là aussi un effet à rechercher, notamment par rapport aux personnes qui manifestaient ce que l'on appelle de la dépression. Et on a proposé une Mindfulness Cognitive Therapy, Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, où on a pu montrer que les personnes qui étaient dépressives et qui avaient fait jusqu'à 2 ou 3 épisodes de dépression, lorsqu'elles suivaient ce programme, avaient une réduction des récidives jusqu'à 50%, et les espaces entre les récidives étaient nettement allongé.
Ce qui donc a ouvert de nouveau tout un champ d'investigation, et on s'est rendu compte que un des effets par lequel on arrivait à ces bons résultats, c'était le simple fait que, en apaisant le mental, on apaisait la rumination. Vous savez, ces idées où, j'imagine que chacun d'entre nous ici a déjà fait l'expérience de ces sensations d'être nul, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de commencer à avoir des idées sombres à son sujet, au sujet de la vie, et puis ça tourne. Si on ne peut pas désamorcer ces espèces de conditionnements, mais très vite on retrouve ces états de stress qui peuvent aller jusqu'à l'épuisement physique et psychologique. Ça peut se manifester dans un premier temps par le burn-out, qui est de plus en plus fréquent, dans tous les, pas qu'en entreprise. Si vous saviez dans le monde hospitalier le nombre de burn-out que l'on a aujourd'hui, mais il faut dire que les hôpitaux sont traités comme des entreprises aussi. Et donc, il y a une telle pression et une telle exigence de performance que l'individu finit par se dévaloriser parce qu'il n'y arrive pas, et puis il rumine ses idées de dévalorisation, et très vite, il va sentir l'impuissance, qui est un grand facteur de dépression, et puis il peut tomber au fond du trou, soit sous forme d'un burn-out ou aller jusqu'à la dépression quand la dévalorisation est profondément installée. C'est vous dire si, face à toutes ces préoccupations que nous avons aujourd'hui par rapport à notre santé, et notamment dans le monde de l'entreprise, mais je dirais dans le monde tout court, parce que le monde est devenu une grande entreprise. Nous sommes dans une civilisation qui innove, qui produit et qui consomme. Donc inévitablement, notre civilisation est une grande entreprise. Et une grande entreprise collective où la place de l'individu aujourd'hui est conceptualisée sous forme d'un individu qui fonctionne. Mais un individu, ça ne peut pas faire que fonctionner. Ça ne peut pas faire que exister. Exister qui vient de existare et se tenir en dehors de soi. Non, un individu, ça doit d'abord être. Essere en latin. Essentia. Un individu doit être relié à l'essentiel de lui. Et cet essentiel, il passe par un équilibre, une homéostasie, comme on dit en médecine, une bonne balance entre ses pensées agitées et ses pensées plus apaisées, entre ses émotions désagréables, de peur, d'anxiété, de colère, et ses émotions plus agréables d'enthousiasme et de joie, entre la tension et le stress et la détente corporelle. Il faut trouver cette balance. Et peut-être que notre monde, à force d'avoir visualisé ou conceptualisé l'être humain comme fonctionnant, a oublié qu'il avait besoin de ressources pour créer cet équilibre. Et peut-être pour manifester d'autres façons de fonctionner, ce qui veut dire aussi d'autres sociétés. Et je vais peut-être paraître iconoclaste en disant cela, un peu provocateur, mais je pense qu'il faut le dire. Si vous faites rentrer la méditation dans vos entreprises, vous préparez un changement de civilisation. Ça va se faire tout doucement. Il n'est pas lieu de démolir quelque chose pour le remplacer par autre chose. On n'est plus, j'espère, à ce temps des idéologies qui remplacent d'autres idéologies et des ismes qui remplacent d'autres ismes, des socialismes, de communisme, de capitalisme. Non. Nous sommes dans une évolution qui devrait être organique, intelligente. Mais pour qu'elle le soit, il faut accepter d'ouvrir la porte vers d'autres modes de fonctionnement. Et gentiment, que chaque individu puisse se reposer la question, qu'est-ce qui est essentiel ? Comment je voudrais fonctionner pour, dans un but commun, de continuer à prospérer et créer un monde dans lequel nous sommes bien sûr contents d'être dans un certain confort, mais comment je vais respecter le confort profond dont je n'ai absolument pas besoin de consommer quelque chose venant de l'extérieur, car j'ai les ressources depuis l'intérieur. Voilà ce qui est pour moi la mindfulness aujourd'hui. Ça m'accompagne dans ma vie de tous les jours. J'accompagne des malades qui souffrent de maladies graves, et il me reste 1 minute, et je dois répondre à votre question qui demandait comment je l'intègre dans ma vie professionnelle. J'accompagne aussi des soignants pour leur donner cet outil, non seulement pour leur bien-être personnel, leur mieux-être personnel, mais aussi pour la qualité de leurs relations, et notamment de leurs relations thérapeutiques. Car vous savez, ce serait beaucoup trop long d'ouvrir ce débat-là, mais nous savons aujourd'hui en médecine et en psychothérapie que ce n'est pas tant les techniques que nous utilisons ou les remèdes que nous prescrivons, que l'attitude du soignant face au soigné
qui change quelque chose de très profond. Et je crois que quand on va remettre l'être humain au centre du débat, en médecine, dans l'entreprise, partout, dans tous les secteurs de notre société, eh bien nous aurons un autre monde. Donc voilà, préparez-vous à ce changement-là. Si déjà vous êtes venu écouter, à mon avis, le cheval de Troie est déjà rentré dans votre petit château.